Alors que l'actualité parlementaire a remis l'IVG au cœur de l'actualité, et si on reparlait de l'évolution de ce sujet en 50 ans? Et pour ce faire, bonjour Franck. Bonjour David. Donc, il faut qu'on 50 ans mette déjà? 50 ans dans le rétroviseur, c'est ça? Eh oui, 50 ans déjà. Alors cette loi, entre ce que Simone Veil avait imaginé, ce que c'est devenu, ce que c'est en train de... les évolutions prochaines, c'est exactement le projet qu'avait souhaité Simone Veil initialement? Pas du tout. Pas du tout, David. Et la France, c'est vrai, tu as bien fait de le rappeler, va fêter donc cette année les 50 ans du discours de Madame Veil. Mais pour faire à peu près synthétique, que trouvait-on dans ce discours? D'ailleurs, qu'on peut toujours trouver hein, sur Internet, bien entendu. Et, eh bien, on trouvait les éléments suivants. D'abord, Madame Veil souhaitait que la loi qu'elle présentait puisse être votée pour 5 ans et qu'au bout de 5 ans, il y ait une évaluation qui soit faite afin de savoir s'il fallait reconduire dans les mêmes termes la loi ou s'il fallait faire des modifications. Soit dit en passant, ce qu'on appelle cette clause de revoyure n'a jamais été appliquée. On n'a pas fait de révision comme c'était imaginé. Ensuite, elle était destinée à un public tout à fait particulier, fragile. Je rappelle les mots hein, utilisés par Madame Veil, c'est que ce projet de loi était destiné à la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse. Et pour information, le mot détresse a été supprimé euh, de la loi en 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans. Mais pendant 40 ans, c'était bien destiné à des situations de détresse. Troisièmement, il était évoqué que c'était uniquement par méthode chirurgicale, donc sous un contrôle médical strict et professionnel, que cela pouvait avoir lieu. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a accès à ce qu'on appelle des IVG médicamenteuses. Après, un autre point était présent dans son discours et dans son projet de loi, c'était qu'il fallait qu'une demande d'IVG soit encadrée par 2 consultations médicales à 7 jours d'intervalle. Il y avait un minimum de 7 jours, en tout cas, à respecter. Après, il y avait été prévu la remise d'un dossier guide présentant à la fois l'interruption volontaire de grossesse, mais également les alternatives possibles. Et je vais y revenir sur ce sujet dans un instant. Après, il y avait également prévu un entretien avec une conseillère conjugale dans le but d'écouter la femme, mais aussi le mari ou le compagnon, hein. Et puis, en même temps, il était prévu d'informer la femme, le couple éventuellement, sur ce qu'était qu'un accouchement sous X, si il était question de ne pas garder l'enfant. Bref, on le voit, toutes sortes de garde-fous qui avaient été placés et qui, au fil du temps, se sont trouvés effacés. Revenons-en par exemple sur le sujet du guide qui devait être remis aux femmes. C'est intéressant que justement il puisse y avoir de présenter dans ce guide des alternatives à l'interruption volontaire de grossesse. Et eh bien ce guide et ces alternatives ont été modifiés, les alternatives à l'interruption volontaire de grossesse ne figurent plus. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine a écrit au président de la République en demandant que justement ça soit réintroduit. Si on veut pouvoir faire un choix en toute liberté, pour reprendre les mots aujourd'hui qui apparaissent dans le débat national, eh bien, il faut pouvoir présenter aussi des alternatives à l'interruption volontaire de grossesse. Alors, la question, quand même, qui ressort, je trouve, naturellement de tout ce que je viens de synthétiser dans les dispositions de la loi Veil, c'est que euh, Mme Veil avait commencé son discours en, avec, en expliquant ceci. Personne n'a jamais contesté que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Et elle dit, c'est une femme qui vous parle quand elle prend ce discours, qu'elle tient ce discours. Et dans son projet, elle va expliquer
que, elle se donne trois objectifs. Il faut que la loi soit applicable, il faut que la loi ait un effet aussi dissuasif, c'est-à-dire qu'on ne se trouve pas dans un système qui va encourager l'interruption volontaire de grossesse. Et en même temps, il faut que la loi elle soit protectrice. C'est important de se rappeler ces trois mots, hein, applicable, dissuasif, protectrice. Et c'est pour cela qu'elle justifiera notamment la nécessité d'avoir deux entretiens. Elle dit, les deux entretiens que la femme aura eus, ainsi que le délai de réflexion de 8 jours qui lui sera imposé, ont paru indispensables pour faire prendre conscience à la femme qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qu'il convient d'éviter à tout prix. Je souligne, hein, il convient d'éviter cela à tout prix. C'est Madame Veil qui dit cela, mais on ne va pas retrouver cela dans les médias ou dans les communications politiques d'aujourd'hui. Toute J'irais cette... même, Oui, j'irais même un peu plus loin. Je dirais, moi, donc, j'ai pas encore tout à fait 40 ans, donc j'écoute ça avec bah, tout ce recul-là. Quand j'entends les mots qui ont été utilisés à l'époque, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui utiliserait tous les mots qui ont été, que tu viens de citer de Madame Veil, serait vu comme quelqu'un qui est opposant à l'IVG. en tout cas, il serait perçu comme quelqu'un qui cherche à mettre des freins et en tout cas qui s'opposerait au projet de constitutionnalisation de la liberté des femmes à avoir recours à l'IVG. Oui. Donc, on le voit bien, l'état d'esprit de Madame Veil n'était certainement pas celui qui nous est présenté aujourd'hui, la concernant et concernant la loi Veil. Alors, euh, sur les conséquences, parce qu'elle emploie, elle emploie les mots suivants, elle dit que c'est une décision grave. Hein. Donc, pourquoi est-ce une décision grave? Et elle va là aussi, je trouve, donner des explications intéressantes. Elle dit, l'interruption volontaire de grossesse ne peut être que précoce parce que les risques physiques et psychiques, qui ne sont jamais nuls, deviennent trop sérieux après la fin de la 10e semaine qui suit la conception pour que l'on permette aux femmes de s'y exposer. Donc elle parle de risques psychiques et physiques qui, au-delà de 10 semaines, c'est le seuil qu'elle se fixe, n'est-ce pas, dans son discours, qui pour elle, au-delà de 10 semaines, deviennent trop sérieux. Donc avant, ils sont sérieux, après, ils deviennent trop sérieux. Et je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le délai, hein, dans lequel l'IVG peut être pratiquée, c'est 14 semaines. On est bien au-delà des 10 semaines. Pas. Donc, on voit aussi que cette barre temporelle que Madame Veil avait posée est devenue temporaire. Elle a été franchie en deux étapes. Elle a été franchie, d'abord, on est passé de 10 à 12 semaines, et puis après, en 2022, on est passé à 14 semaines. Alors, tout cela interroge, finalement. Comment se fait-il que ces précautions, qui ne sont pas que des précautions oratoires, mais on voit bien que ce sont aussi des précautions de santé publique, que ce sont des précautions de respect des femmes aussi, et d'accompagnement. On voit bien que ces dispositions-là, elles n'existent pas. Et ce qui est étrange dans le projet de loi qui est présenté par le gouvernement et qui, le 30 janvier 2024, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale à une écrasante majorité. Je vais dire le chiffre de mémoire, mais je crois que c'est 493 députés qui ont voté favorablement à la constitutionnalisation de la liberté des femmes d'avoir recours à l'IVG. Et je crois que c'est 30 députés qui se sont opposés à cette constitutionnalisation. Alors, c'est quoi l'enjeu? D'abord, on l'aura remarqué, alors que certains disent oh, nous sommes heureux parce que on va enfin arriver à la constitutionnalisation de l'IVG, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est bien de la liberté des femmes d'avoir recours à l'IVG. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais tout de même, on voit un grand absent
dans le discours euh, majoritaire au Parlement aujourd'hui ou dans le discours du président de la République, ce grand absent, eh bien, c'est la responsabilité collective que la République devrait avoir dans l'accompagnement des femmes qui se trouvent dans une situation de difficulté. Finalement, après qu'on ait supprimé cette notion de détresse, eh bien quelqu'un qui se trouve en difficulté, on ne va lui proposer comme seule alternative que de supprimer l'enfant que cette femme porte. Est-ce que c'est digne, digne d'une démocratie qui se dit vouloir respecter la dignité humaine? Alors, pour les chrétiens, sur le fait que la vie doit être respectée, eh bien, j'allais dire qu'il n'y a pas de débat. Oui, il y a un débat, bien entendu. En tout cas, les directives publiques sont claires, et même d'ailleurs étonnamment d'actualité. D'abord, il y a le tu ne tueras pas, bien connu dans les 10 commandements, mais aussi il y a toutes les références à la vie intra-utérine. Le prophète Jérémie, pour ne citer que lui, euh, cite une discussion, si je puis dire, avec Dieu. Il rapporte, Dieu lui parlant, s'adresse au prophète donc en disant que dès le sein de sa mère, il le voyait déjà, et dès le sein de sa mère, finalement, il l'avait appelé à une vocation prophétique. Alors qu'il n'avait pas encore vu le jour, eh bien, ces jours étaient déjà vus de Dieu. Bon. Je suis désolé, je suis un petit peu ému parce que en fait, je connaissais ce chiffre avant, mais 14 semaines, ça, je suis pas très bon avec les chiffres et ça disait rien pour moi. Et en fait, 14 semaines, c'est à peu près l'âge que mon enfant a dans le ventre de mon épouse. Il a déjà un petit cœur, on s'est déjà attaché à lui, on parle régulièrement de lui. Voilà, Et je suis désolé de c'est finir comme ça, mais beau, mais je ça crois m'a. que ça doit nous émouvoir. Parce qu'en fait, tant qu'on ne réalise pas ce que cela signifie, je veux dire en chair et en os, ce que ça signifie en enjeu de vie ou de mort. Quand on interrompt une grossesse, ce n'est pas une grossesse seulement qu'on interrompt, c'est une vie. Et quand on interrompt une vie, mais c'est toutes sortes de bénédictions pour l'humanité dont on se prive aussi, y compris parfois pour soi-même. Qui n'a pas, ne s'est pas dit à un moment donné, quelle personne âgée ne s'est pas dit à un moment donné ou à un autre, concernant un de ses enfants, ah mais heureusement que je l'ai. Bon. Ça, on le dit au terme de sa vie, heureusement que je l'ai. Et c'est pourquoi nous ne devons pas, euh, comment dirais-je, négliger parfois la détresse dans laquelle des adultes peuvent être face à une grossesse. On ne doit pas le négliger, on ne doit pas, comment dirais-je, l'effacer, se tenir à l'écart de certaines réalités. Mais on ne doit pas faire abstraction de la solidarité qu'une société doit, nous doit à nous tous, dans nos temps de fragilité et dans nos moments de fragilité. Et je crois que notre société, elle s'honorerait d'en avoir conscience et devrait, dans ce sens de la solidarité, de l'amour, de l'amour. Merci Franck, c'est ce que je retiendrai pour cette discussion, c'est cet appel à plus de solidarité et à célébrer la vie pour ce qu'elle est en totalité, et la vie est une bénédiction. Merci beaucoup Franck, à bientôt. Et à bientôt.